allez voir votre père. Et moi, mon père, j'ai fait une crise d'adolescence vraiment violente, rebelle. Et si l'un des plus grands succès de la chanson française cachait en réalité une douleur que personne n'a jamais voulu voir? Et si, derrière les sourires, les trophées et les ovations, se dissimulait un cauchemar silencieux, porté pendant des années par une femme que l'on croyait invincible? Pendant longtemps, Versuit a été bien plus qu'un album. C'était un symbole, celui d'une alchimie parfaite entre deux voix, deux sensibilités, deux artistes au sommet de leur art. Dans les voitures, dans les salons, sur les scènes géantes comme dans les souvenirs familiaux, leurs chansons se sont glissées partout, presque naturellement, comme si elles avaient toujours existé. Pour le public, tout semblait évident, trop évident peut-être. Vita et Slimane incarnaient cette réussite rare, presque miraculeuse, que l'on admire sans jamais la questionner. Un duo sincère, une amitié visible, une complicité palpable, à tel point que beaucoup y projetaient plus qu'un simple projet musical, une forme de refuge émotionnel, une preuve que la beauté peut naître sans heurts, sans conflit, sans zone d'ombre. Et pourtant, aujourd'hui, des années après ce triomphe monumental, Vita a brisé le silence. Pas avec fracas, pas avec colère, mais avec cette voix légèrement voilée que l'on reconnaît chez ceux qui ont trop longtemps retenu leur souffle. Elle n'a pas parlé de scandale, elle n'a accusé personne. Elle a simplement laissé échapper une vérité qui dérange. Derrière ce succès immense se cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. Un mot a surgi inattendu, presque brutal dans sa douceur même. Cauchemar. Pourquoi maintenant ? Pourquoi rouvrir une page que beaucoup préféraient croire parfaite ? Qu'est-ce qui a poussé cet artiste, admiré depuis plus de 20 ans, à regarder en arrière et à dire enfin que tout n'était pas aussi lumineux qu'on l'imaginait ? Car il faut comprendre une chose essentielle. Vita n'est pas une débutante fragile, emportée par un succès soudain. C'est une femme de métier, une survivante de l'industrie musicale, une artiste qui a traversé les modes, les échecs, les renaissances. Si elle parle aujourd'hui, ce n'est pas par caprice, c'est parce qu'un équilibre ancien s'est fissuré, parce qu'un poids, trop longtemps porté seul, est devenu impossible à terre. Dans ces mots, il n'y a ni règlement de compte, ni volonté de choquer. Il y a autre chose de plus subtil, de plus troublant, la sensation d'avoir perdu quelque chose d'essentiel en chemin. Comme si, au moment précis où tout semblait gagné, une part d'elle-même avait commencé à s'effacer, lentement, silencieusement. À écouter Vita, on comprend que le véritable choc n'est pas né d'un conflit brutal, mais d'un glissement presque imperceptible, une pression qui s'installe sans bruit, une attente constante, une injonction muette à rester à la hauteur de l'image que les autres ont fabriquée pour vous. Refaire l'irréplicable, revivre l'instant magique, ne jamais décevoir. Et c'est peut-être là que réside la clé de cette histoire. Le cauchemar dont elle parle n'a rien de spectaculaire. Il n'a pas fait la une des journaux à l'époque. Il s'est insinué dans les interstices du quotidien, dans les silences, après les concerts, dans la fatigue que l'on dissimule derrière le maquillage et les sourires maîtrisés. Pendant que le public applaudissait, pendant que les chiffres s'envolaient, quelque chose en elle commençait à vaciller. Une fragilité que personne ne voulait voir, ou peut-être que personne n'osait imaginer. Alors aujourd'hui, quand Vita a choisi de mettre des mots sur cette période, ce n'est pas pour détruire un mythe, c'est pour le réhumaniser, pour rappeler que même les plus belles réussites peuvent laisser des cicatrices invisibles, et que derrière chaque duo que l'on admire, il y a avant tout deux êtres humains, avec leurs failles, leurs limites, leurs silences. Mais pour comprendre comment ce succès est devenu une épreuve, comment l'apogée s'est transformée en pression insoutenable, il faut revenir à l'instant précis où Versuès a dépassé toutes les attentes, à ce moment où la lumière a commencé, doucement, à projeter ses premières ombres. Le succès, vu de l'extérieur, ressemble souvent à une promesse de liberté. Plus de reconnaissance, plus de moyens, plus de choix. Mais pour ceux qui le vivent d'un main d'œil, de l'intérieur, il peut aussi se transformer en une cage dorée, silencieuse, presque confortable, jusqu'au jour où l'on réalise que l'on ne sait plus comment en sortir. Lorsque Versuès a explosé, rien ne laissait présager ce que cette réussite allait réellement coûter. L'album n'a pas simplement marché, il a dépassé toutes les projections.
Les ventes se sont envolées, les salles se sont remplies en quelques heures, les médias ont parlé d'évidence, de fusion parfaite, de duo générationnel. À chaque interview, la même question revenait, inlassablement, comment refaire ça? C'est là que la pression a commencé à s'installer. Pas comme un choc brutal, mais comme une présence constante, presque invisible, une attente diffuse mais omniprésente, celle de devoir revivre l'instant magique, de prouver que ce succès n'était pas un accident, de ne jamais décevoir un public devenu exigeant, parfois sans même s'en rendre compte. Vita l'explique avec une lucidité désarmante. Le succès crée une peur nouvelle, la peur d'abîmer ce que l'on a construit, la peur de proposer moins bien, la peur de devenir ordinaire après avoir touché l'exceptionnel. Chaque chanson, chaque apparition, chaque mot est alors scruté, comparé, disséqué. Et ce regard permanent finit par peser lourd sur les épaules. À cette pression artistique s'ajoutait un rythme effréné. Les tournées, les déplacements, les plateaux de télévision, les séances photos, tout s'enchaînait sans véritable pause. Le téléphone ne cessait de vibrer, les propositions pleuvaient, dire non devenait presque impossible, comme si ralentir équivalait à trahir l'élan du succès. Pourtant, au fond d'elle, Vita sentait déjà que quelque chose s'épuisait. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre l'image publique et la réalité intime. Sur scène, l'énergie était intacte, la voix puissante, le sourire rassurant, rien ne trahissait le trouble intérieur. Et pourtant une fatigue profonde s'accumulait, bien différente de la simple lassitude physique. Une fatigue morale, plus sournoise, celle qui s'installe quand on n'a plus d'espace pour soi. Pour une artiste comme Vita, qui a toujours écrit à partir de ses émotions, cette pression avait une saveur particulière. Comment rester sincère quand tout le monde attend la même intensité, la même magie, le même frisson? Comment continuer à créer quand l'on se sent prisonnière d'un sommet que l'on n'a pas choisi d'habiter aussi longtemps? Peu à peu, Vers n'était plus seulement un projet musical. C'était devenu une référence écrasante, un point de comparaison permanent, y compris avec elle-même. Chaque nouveau pas semblait devoir se mesurer à ce pic, à cette réussite hors norme. Et dans cette course silencieuse, Vita a commencé à perdre ce qui faisait sa force première, la liberté de créer sans peur. Il ne s'agissait pas encore de rupture, ni même de conflit, mais d'un déséquilibre, comme une maison trop parfaitement éclairée, dans laquelle on ne distingue plus les zones d'ombre, et plus la lumière brillait, plus la moindre faille devenait douloureuse. C'est souvent ainsi que naissent les grandes fractures. Pas dans le bruit, mais dans l'accumulation, dans le fait de repousser sans cesse ses propres limites jusqu'à ne plus savoir où elles se trouvent. Vita continuait d'avancer, portée par l'élan collectif, tout en sentant qu'elle s'éloignait lentement d'elle-même. Et au cœur de cette pression invisible, une autre épreuve commençait à prendre forme. Une épreuve plus intime encore, plus difficile à avouer. La solitude. Celle qui survient paradoxalement quand tout le monde est là, quand on est entouré, applaudi, admiré, mais que l'on ne se sent plus vraiment rejoint. Il y a une phrase que Vita a prononcée presque à voix basse, sans emphase, sans mise en scène. Une phrase simple mais lourde de sens, comme seuls savent l'être les vérités longtemps tues. J'étais entouré de monde, mais j'ai rarement été aussi seul. Cette solitude-là ne ressemble pas à celle que l'on imagine habituellement. Ce n'est pas l'absence des autres. Au contraire, c'est leur présence constante, presque envahissante. Les équipes, les journalistes, les fans, les partenaires, les regards, toujours quelqu'un autour, toujours un agenda rempli, et pourtant, au fond, ce sentiment persistant de ne plus avoir d'espace pour respirer, ni pour se retrouver. Après les concerts, lorsque les lumières s'éteignaient et que les applaudissements s'éloignaient, un autre silence s'installait. Un silence épais, presque dérangeant. Dans la chambre d'hôtel, dans un train tardif, dans une voiture filant vers la prochaine ville, Vita se retrouvait face à elle-même, loin des projecteurs, loin de l'image maîtrisée. Et c'est là que le malaise remontait. Car être seul quand on est anonyme est une chose. Être seul quand on est reconnu partout en est une autre. On ne disparaît jamais vraiment. Même dans l'intimité, le rôle continue. Celui de l'artiste forte, rassurante, inspirante. Celui que l'on attend, que l'on admire, que l'on croit inépuisable. Peu de gens se demandent alors comment va la femme derrière la voix. Pour une artiste de plus de 40 ans, cette solitude prend une résonance particulière. À cet âge, on n'est plus dans l'ivresse des débuts.
On porte déjà des histoires, des responsabilités, une vie personnelle construite avec soin. Vitaha est mère, femme, pilier, et dans ce tourbillon incessant, la question devenait de plus en plus lancinante. Où reste-t-il de la place pour elle ? Elle confie que certains soirs, malgré les messages, malgré l'amour du public, une forme de vide s'installait, comme si l'émotion donnée sur scène ne trouvait plus toujours de chemin pour revenir. Donner, encore et encore, sans toujours recevoir autrement que par des applaudissements. Or, aussi sincères soient-ils, les applaudissements ne remplacent ni la présence, ni l'écoute, ni le repos de l'âme. Cette solitude n'était pas un caprice. Elle était le symptôme d'un déséquilibre plus profond, celui d'une vie vécue à 100 à l'heure, sans pause réelle, sans ces moments où l'on peut déposer les armes, baisser la garde, accepter de ne plus être forte. Dans l'industrie musicale, reconnaître cette fatigue-là est souvent perçu comme une faiblesse. Alors on se tait, on avance, on sourit. Mais à force de se taire, le silence devient pesant. Vitaha l'a ressenti dans les gestes les plus simples. Un téléphone qui sonne trop souvent, un agenda sans respiration, une sensation étrange de passer à côté de sa propre vie tout en étant partout, comme si le temps lui glissait entre les doigts sans qu'elle puisse le retenir. Et dans cette solitude intérieure, un lien occupait une place centrale, un lien à la fois rassurant et troublant, celui qui la liait à Slimane. Un lien fort, presque fusionnel, né de la musique, nourri par la confiance, mais qui, lui aussi, portait ses propres fragilités. Car lorsque deux êtres se comprennent profondément, ils peuvent en fait se soutenir ou se heurter, et parfois sans même s'en rendre compte, la proximité devient si intense qu'elle expose les blessures de chacun. La solitude de Vitaha n'était donc pas seulement celle d'une artiste face au succès. Elle était aussi celle d'une femme au cœur d'une relation humaine complexe, faite de silences partagés et d'émotions retenues. Entre Vitaha et Slimane, il n'a jamais été question de rivalité, ni de jalousie, encore moins de trahison. Ceux qui cherchent un drame spectaculaire se trompent de récit. La vérité est bien plus subtile, et peut-être pour cela plus difficile à accepter. Ce qui les liait était profond, sincère, presque instinctif, mais parfois ce sont précisément les liens les plus forts qui deviennent les plus vulnérables. Leur relation s'est construite dans un espace rare, celui de la création partagée. Deux voix qui se reconnaissent, deux parcours marqués par l'effort, les doutes, la persévérance. Très vite, une confiance presque totale s'est installée. Sur scène comme en coulisses, les mots n'étaient pas toujours nécessaires. Les silences parlaient autant que les chansons. Après certains concerts, lorsque l'euphorie retombait, ils restaient là, assis côte à côte, sans parler. Pas par gêne, par épuisement émotionnel. Chacun enfermé dans ses pensées, portant le poids de ce qu'il venait de donner au public. Ces moments-là étaient à la fois précieux et lourds, car ils révélaient ce que personne ne voyait, la fatigue, les doutes, les blessures anciennes que la réussite n'efface jamais complètement. Vita l'a reconnu avec une honnêteté rare. Ils étaient peut-être trop proches pour ne pas se frôler les failles, trop proches pour ne pas réveiller des fragilités enfouies. Dans cette proximité extrême, l'admiration pouvait parfois se transformer en pression silencieuse, sans que personne n'en ait vraiment conscience, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Il ne s'agissait pas de reproches, mais d'attentes implicites, de cette sensation que l'on porte, malgré soi, une part du poids de l'autre. Quand l'un vacille, l'autre le sent immédiatement. Quand l'un doute, le doute devient contagieux. Et dans un duo aussi exposé, cette porosité émotionnelle peut devenir étouffante. Slimane, de son côté, traversait aussi ses propres tempêtes intérieures, même si elles restaient largement invisibles au public. Comme beaucoup d'artistes sensibles, il avançait avec ses failles, ses interrogations, ses blessures, et Vita, par loyauté, par affection, par respect, absorbait une partie de cette charge émotionnelle, parfois au détriment de sa propre stabilité. C'est là que le glissement s'est opéré. Lentement, presque imperceptiblement, la complicité n'a pas disparu, mais elle s'est chargée d'une tension nouvelle, une tension faite de non-dits, de retenue, de cette peur de mal faire ou de blesser l'autre en parlant trop franchement. Car quand on tient à quelqu'un, on hésite souvent à dire ce qui dérange. Dans ce duo adulé, chacun continuait à jouer son rôle. Le public ne percevait que l'harmonie. Mais en coulisses, l'équilibre devenait fragile, comme une corde tendue à l'extrême. Elle ne rompt pas immédiatement. Elle vibre, elle tremble,
et chaque vibration laisse une trace. Vita n'a jamais voulu désigner Slimane comme une source de souffrance. Bien au contraire, elle insiste sur le respect et l'affection qui demeurent, mais elle reconnaît aujourd'hui que cette relation, aussi belle soit-elle, l'a confrontée à une vérité inconfortable. On peut aimer profondément et pourtant avoir besoin de se protéger. Cette prise de conscience n'est jamais facile. Elle demande du courage. Elle oblige à poser des limites, là où auparavant, il n'y en avait pas. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un élément extérieur est venu bouleverser définitivement cet équilibre déjà précaire. Un événement qui n'est pas né entre eux, mais qui a frappé de l'extérieur. Un choc médiatique, un tumulte qui allait mettre à l'épreuve non seulement leur duo, mais aussi la capacité de Vita à continuer d'avancer sans se perdre. Il y a des tempêtes que l'on voit venir, et puis il y a celles qui surgissent sans prévenir, emportant avec elles tout ce qui tenait encore debout. Le scandale qui a touché Slimane est arrivé à ce moment précis, quand l'équilibre du duo était déjà fragile, presque suspendu à un fil invisible. Vita n'en parle jamais avec des mots violents. Elle ne le dramatise pas. Elle le nomme à peine. Mais son silence en dit long, car dans le monde artistique, un scandale n'appartient jamais uniquement à celui qu'il concerne. Il déborde, il éclabousse, il attire les regards, les soupçons, les interprétations, et il met à l'épreuve ceux qui se trouvent à proximité. Du jour au lendemain, les regards ont changé. Les questions se sont faites plus insistantes. Les rumeurs ont commencé à circuler, parfois déformées, souvent exagérées. La presse, les réseaux, les discussions en coulisses, tout semblait vouloir réduire une histoire complexe à quelques titres accrocheurs. Et au milieu de ce tumulte, Vita s'est retrouvée face à un dilemme intime profondément humain. Devait-elle parler ? Devait-elle se taire ? Devait-elle protéger son ami ? Ou se protéger elle-même ? Ce choix n'avait rien d'évident, car protéger l'autre, c'était aussi risquer de s'oublier encore un peu plus, et se protéger, c'était accepter l'idée d'être mal comprise, voire jugée. Vita a choisi une voie médiane, une voie faite de nuances et de retenue. Elle n'a ni renié, ni surjoué la loyauté. Elle a maintenu une distance juste, nécessaire, vitale. C'est dans ce contexte qu'une phrase en apparence anodine a pris une ampleur considérable. On ne se l'interdit pas. À propos d'une éventuelle suite à Versus, beaucoup y ont vu une promesse, d'autres une hésitation. En réalité, cette phrase était une frontière. Un moyen de dire sans brutalité, je n'exclus rien, mais je ne m'expose plus comme avant. Derrière ces mots mesurés se cachait une fatigue immense, une fatigue émotionnelle, bien plus lourde que la simple lassitude physique. Vita savait désormais que replonger dans ce tourbillon, sans avoir pris le temps de se reconstruire, pourrait la briser. Elle n'était pas prête à revivre cette pression, ces attentes, ces projections incessantes autour du duo. Ce refus de s'engager pleinement n'était pas un rejet. C'était un acte de lucidité, une manière de se préserver après des années à donner sans compter. Pour la première fois, Vita acceptait l'idée que l'amour du public, aussi fort soit-il, ne peut pas justifier l'effacement de soi. Cette période a marqué un tournant décisif. Quelque chose s'est refermé. Pas une porte définitive, mais un chapitre. Le duo mythique restait dans les mémoires, intact, presque sacré. Mais dans le présent, Vita ressentait un besoin irrépressible de ralentir, de respirer, de se recentrer. Et ce besoin, longtemps contenu, allait bientôt trouver une expression publique, inattendue, bouleversante. Non pas dans une interview, ni dans un communiqué officiel, mais là où tout avait commencé, sur scène, face au public. À Lyon. Ce soir-là, à Lyon, rien ne laissait présager ce qui allait se jouer. La salle était pleine, l'ambiance chaleureuse, presque festive. Le public était venu écouter des chansons, revivre des souvenirs, partager une émotion collective. Personne ne savait encore qu'il allait assister à l'un de ces moments rares, fragiles, où une artiste cesse de jouer un rôle pour dire enfin la vérité. Dès les premières notes, quelque chose flottait dans l'air. Une retenue nouvelle, une intensité différente. Comme si chaque mot pesait davantage, comme si chaque silence comptait autant que la musique. Vita chantait, mais on sentait que son esprit était ailleurs, à la frontière de quelque chose d'essentiel. Puis, entre deux respirations, elle a parlé. Pas longtemps, pas avec emphase, mais avec cette sincérité désarmante qui traverse les âges et touche en plein cœur.
Elle a remercié, remercié pour les messages, pour la fidélité, pour les années partagées. Et soudain, cette phrase presque chuchotée, « Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore ». Dans la salle, le silence est devenu total. Un silence lourd, respectueux, chargé d'émotions retenues. Ce n'était pas une annonce spectaculaire, c'était un aveu, celui d'une fatigue profonde, d'un cycle qui arrivait à son terme. Pour beaucoup, ce moment a résonné bien au-delà de la musique. Il parlait de finitude, de limite, de cette nécessité parfois vitale de s'arrêter avant de se perdre. Quand elle a prononcé le mot break, il n'y avait ni fuite ni désespoir. Il y avait une forme de paix, la reconnaissance lucide qu'après tant d'années à courir, à donner, à se dépasser, il était temps de redevenir simplement Charlotte. La femme, la mère, l'être humain avant l'icône. Vita n'a pas annoncé de date, elle n'a fait aucune promesse facile, elle n'a pas cherché à rassurer artificiellement, elle a choisi la vérité, brute, imparfaite, mais profondément honnête. Une pause, une vraie, nécessaire. Pour respirer, pour vivre autrement, pour retrouver une joie qui ne dépend ni des chiffres, ni des ventes, ni des projecteurs. Ce choix a surpris. Certains y ont vu une conséquence du scandale, d'autres un luxe réservé aux artistes comblés. Mais la réalité est plus simple et plus universelle. Cette décision n'est pas née de l'argent, ni de la facilité. Elle est née de la fatigue, de cette douleur douce mais insistante qui vous murmure qu'il est temps de changer de rythme. Après plus de 20 ans de carrière, des millions d'albums vendus, des tournées à guichet d'eau fermée, Vita a osé faire ce que peu d'artistes acceptent, s'arrêter quand tout brille encore. Non par faiblesse, mais par maturité. Non pour disparaître, mais pour se retrouver. Et c'est peut-être là que se cache la véritable leçon de cette histoire. Derrière Versus, derrière Slimane, derrière le succès et les épreuves, se dessine une question profondément humaine qui dépasse largement le monde de la musique. Faut-il parfois disparaître un moment pour ne pas se perdre définitivement ? Vita ne ferme pas une porte, elle ouvre une parenthèse de silence, de lenteur, de vie retrouvée. Et dans ce silence choisi, elle nous tend un miroir. À nous aussi, qui avons connu la pression, l'épuisement, les attentes des autres. À nous aussi, qui avons parfois oublié de nous écouter. Alors dites-moi, pensez-vous que savoir s'arrêter est aujourd'hui la plus grande preuve de courage ? Avez-vous, vous aussi, déjà ressenti ce besoin vital de ralentir pour continuer à exister ? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez votre ressenti en commentaire. Ici, chaque expérience compte, chaque voix mérite d'être entendue. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle vérité à raconter ensemble.